Ok, alors on va aujourd'hui terminer le chapitre 1 et commencer le chapitre 2. Donc j'avais j'avais introduit la notion de transformation. Alors je vais faire encore plus d'abréviations que d'habitude parce que le tableau est vraiment petit. On avait parlé donc des transformations thermodynamiques, transformations entre états d'équilibre, et j'avais présenté les diagrammes d'état sur lesquels on pouvait représenter en 2 dimensions sur un plan. Idéalement, des fois il peut y avoir plus de dimensions, mais enfin on peut représenter, j'avais mentionné le diagramme de Clapeyron, on représente P en fonction de V et l'état d'un système. Alors pour un système, un corps pur isolé, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de... fermé, pardon, j'ai dit isolé. Un système fermé est un système qui n'échange pas de matière avec l'extérieur. Donc le nombre de molécules est constant. Et pour un corps pur, donc en système fermé, eh bien, en fait, je crois que je l'ai dit rapidement la dernière fois, il n'y a en général que 2 variables indépendantes. Par exemple, P et V, et la température est une fonction de P et V. Mais vous pouvez aussi prendre comme variable indépendante P et T, et à ce moment-là, le volume sera une fonction des autres. Donc, ou bien vous pouvez prendre PV et T, et puis le reste s'en déduit. Donc l'idée, c'est que vous avez une équation d'état qui relie les variables d'état dans un système, et que du coup, toutes les variables d'état ne sont pas indépendantes, bien sûr. Bien, alors j'avais mentionné un certain nombre de diagrammes typiques sur lesquels on représente l'évolution d'un système au cours d'une transformation. Et maintenant, je voudrais définir un certain nombre de transformations très particulières qui nous seront utiles. Alors je vais commencer par la chose la plus simple, qui sont les transformations sous contrainte. Alors j'appelle ça sous contrainte, c'est pas un nom normalisé, mais vous allez voir de quoi il s'agit. L'idée, c'est qu'on impose des conditions de l'extérieur. Est-ce que vous voyez là, à peu près? Ouais, bien. Vous avez une bonne vue, vous êtes jeune. Alors la première des transformations sous contrainte que je voudrais mentionner, c'est la transformation isochore. Alors c'est peut-être un mot que vous n'avez jamais entendu en fait, un mot de la langue française, hein, voilà, vous allez apprendre un nouveau mot aujourd'hui. Isochore, ça veut dire à volume constant. Chora en grec, ça veut dire espace. Ça c'est du grec qui veut dire espace. Isochore, avec le même espace, en fait ça veut dire à volume constant. Donc c'est très facile d'obtenir une transformation à volume constant. Vous prenez votre système, par exemple un gaz ou un mélange de ce que vous voulez, puis vous le mettez dans une enceinte indéformable, et tout ce qui se passe à l'intérieur se passera à volume constant. Bon. Donc voilà, c'est juste une définition. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les transformations isobars. Alors isobar, ça veut dire à pression constante. Alors on distingue, je le mentionne, parce qu'il peut y avoir des confusions parfois, on distingue isobar et monobar. Alors une transformation isobar, c'est une transformation dans laquelle la pression du système est toujours définie et est constante. Une transformation monobar, c'est une transformation dans laquelle le milieu extérieur est à pression constante, c'est-à-dire que le système est soumis de l'extérieur à une pression constante. Ça ne veut pas dire que le système lui-même garde une pression constante. Il peut même que la pression à l'intérieur du système ne soit pas toujours définie. Peut-être on verra des exemples. Par exemple, si vous avez un système voilà, dans un récipient avec un genre de piston ici, puis imaginez que vous faites une explosion à l'intérieur du système, la pression à l'intérieur va énormément augmenter au moment de l'explosion, mais la pression extérieure, elle ne change pas sous prétexte qu'il y a une explosion dedans. Hein. Donc voilà, c'est une distinction de vocabulaire, juste je la fais une fois pour toutes, mais en général, on sera plutôt dans des cas isobars que dans des cas monobars quand il s'agit de maintenir constante une pression. Voilà, et puis petit c, je ne sais pas si je peux le mettre là, petit c,
il y a les transformations, alors ça c'est très important aussi, les transformations isothermes, et ça, comme le nom l'indique, ça veut dire que la température est constante. Donc encore une fois, c'est la température du système qui doit être constante. Et on a aussi les transformations monothermes. Et on utilise ce terme pour désigner des transformations qui se font en contact avec une seule source. Alors on appelle ça source thermique, on reviendra plus tard quand on fera des cycles, mais on est en contact avec un milieu qui a une température fixe. Milieu ambiant à T fixé. Je ne sais pas si vous voyez bien là, ça va. Alors ça m'amène à parler de la notion de thermostat. C'est quelque chose d'important en thermodynamique. La notion de thermostat, eh bien, c'est... alors, vous connaissez ce mot-là, quand on a un thermostat, quand on veut réguler la température. En thermodynamique, la notion de thermostat est assez générale. Donc ça désigne effectivement un système dont la température va être constante. Alors, je vais plutôt dire un milieu. En général, le système qu'on étudie n'est pas le thermostat. On étudie un système en contact avec un thermostat, et ce thermostat, lui, tout ce qu'on lui demande, c'est de garder toujours la même température, quoi qu'il arrive. Milieu gardant toujours la même température. Et par exemple, donc vous avez un système, ça c'est votre système, S, et vous le placez dans un thermostat à la température T. Ça veut dire que là, le système, lui, il peut éventuellement changer de température au cours des transformations, mais le thermostat ne changera pas de température. Ça veut dire que même si le système donne de l'énergie sous forme de chaleur, ou si le système prend de l'énergie sous forme de chaleur à son environnement, à ce thermostat, le thermostat, il est tellement grand, si vous voulez, ou bien il est régulé lui-même, que de toute façon, sa température ne va pas changer. Normalement, quand vous avez deux corps et qu'il y en a un qui donne de la chaleur à l'autre, qui donne de l'énergie sous forme de chaleur à l'autre, eh bien, le corps qui donne de la chaleur voit sa température diminuer, et celui qui reçoit de la chaleur voit sa température augmenter. Pour un thermostat, l'idée, c'est qu'on le maintient à la température, il ne change pas de température. Encore une fois, ça peut être fait de deux façons, soit parce qu'à chaque fois, par exemple, qu'il donne de la chaleur, eh bien, on lui en donne exactement autant pour compenser, et suffisamment vite pour que tout ça soit bien homogène et que ça ne change pas, soit parce que simplement il est tellement grand que le système est négligeable à côté, et donc oui, il peut donner de la chaleur, mais ça ne va pas changer la température globale. Donc c'est la notion de thermostat, vous n'avez pas à vous occuper de comment c'est fait, mais c'est un truc qui ne change jamais de température. Ok ? Voilà, donc quand un système est en contact avec un thermostat, on a affaire à une transformation monotherme parce que le milieu ambiant n'a qu'une seule température. Ce qui est différent donc de isotherme, qui veut dire que la température du système ne change pas au cours de la transformation. Ok ? Alors, quatrièmement, donc un autre type de transformation important, c'est ce qu'on appelle les transformations adiabatiques. Ça, c'est un mot qu'on n'emploie pas tous les jours, mais enfin, je pense que vous connaissez quand même. En tout cas, en thermodynamique, c'est extrêmement important. Une transformation adiabatique, c'est une transformation dans laquelle il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu, et le milieu avec lequel il est en contact, le milieu ambiant, le milieu extérieur. Alors, cette formulation échange de chaleur est employée tout le temps en thermodynamique, mais je préciserai dans le chapitre qui suit, c'est-à-dire tout à l'heure, que c'est toujours un peu un abus de langage, mais je l'emploie quand même ce terme parce que vous le trouverez partout dans tous les bouquins et probablement vous le direz aussi. Simplement, il faut savoir que c'est pas une bonne façon de parler. Oui ? Oui, absolument. Il peut y avoir des échanges de matière sans échange de chaleur en principe. Bon, encore une fois, nous, on va s'intéresser on va s'intéresser qu'au système fermé, en général, c'est-à-dire sans échange de matière, mais ça pourrait parfaitement être le cas.
En fait, la chaleur, enfin, quand on dit qu'il y a un échange de chaleur, c'est en réalité un échange d'énergie sous forme de chaleur. Donc là, ce qu'on appelle chaleur, c'est une certaine forme d'énergie, mais bon, je vais préciser ça, il ne faut même pas vraiment le dire comme ça. L'essentiel, c'est de bien comprendre ce dont il s'agit, et les mots, malheureusement, ne suivent pas, on n'a pas un vocabulaire adapté à la réalité physique. Toujours pour la même raison, c'est qu'on ne savait pas ce qu'était la chaleur ni la température quand on a utilisé ces notions, qui sont des notions communes. Ok, alors, donc ça, ce sont les transformations sous contrainte. Alors, troisièmement, alors là, c'est très très important, c'est pour ça que j'en fais un paragraphe vraiment à part, la notion de transformation quasi-statique. Alors, qu'est-ce qu'une transformation quasi-statique? Comme son nom l'indique, c'est une transformation qui est quasi-statique, qui est presque statique. Alors, pour bien vous faire comprendre pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça change, etc., je vais en fait, et pour le définir ça, je vais en fait commencer par une transformation qui n'est pas quasi-statique, et on va voir, enfin, je prends un exemple, voilà, où ce sera plus... Enfin, juste pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Donc, imaginez que vous ayez un gaz ici, avec un certain volume, une certaine température, une certaine pression, dans un piston, et puis ça, c'est le haut du piston, donc ça peut coulisser comme ça, là. Et puis, vous commencez avec une masse M sur le piston, voilà, qui appuie, enfin, qui maintient le piston en position basse ici, avec du gaz dedans. Et puis, on va passer à un autre état du système. En fait, on va retirer la masse M, d'accord? Et du coup, alors, il va y avoir une transformation. Et à la fin, intuitivement, vous savez bien ce qui va se passer. Il va y avoir, le gaz va s'étendre, parce qu'on le comprime moins. Et donc, on va avoir maintenant, alors je vais appeler ça V1, T1, P1, par exemple. Et puis ça, V2, P2, P2. Donc, j'ai un autre état thermodynamique, une fois qu'on est revenu à l'équilibre. Dans cet état thermodynamique nouveau, eh bien V2 est plus grand que V1. La pression ne va pas être la même. Alors en fait, on peut déjà calculer la pression. C'est un petit exercice tout à fait immédiat. Mais enfin, quelle est la pression P1 ici dans le récipient? Eh bien, si j'appelle P0 par exemple la pression à l'extérieur, enfin, voilà, au-dessus, la pression atmosphérique, hein, d'accord, par exemple. Que vaut P1? Eh bien, c'est facile. Si ce système est à l'équilibre, je suppose qu'il n'y a pas de frottement ici, donc je néglige les forces de frottement. Donc je vais faire un bilan des forces pour la paroi du piston, hein, d'accord, pour le piston lui-même, le corps du piston là. Il est soumis à quelle force ce piston? Bien, il est soumis à la pression atmosphérique. C'est quoi la force associée à la pression? C'est la pression fois la surface. Alors si j'appelle S la surface du piston, là, cylindrique, d'accord, c'est la surface du plateau du piston, d'accord. Donc la force reçue par la pression atmosphérique, c'est simplement P0S. Alors ça, c'est en norme. Et en direction, eh bien, c'est vers le bas, hein, puisque ça pousse vers le bas, d'accord. Et c'est toujours la force de pression est orthogonale à la surface de séparation. Donc en fait, la force ici, si je la note, je vais appeler ça UZ, le vecteur unitaire vers le haut, je vais avoir moins P0S UZ, ça c'est la force de pression du dessus. Et puis, il y a le poids du corps que j'ai posé dessus qui rajoute une force vers le bas. Alors, vers le bas aussi, moins mg UZ, toujours. Et puis, il y a une troisième force, qui est la force de pression du gaz qui, lui, pousse vers le haut l'ensemble. Et cette force-là, c'est P1 fois la surface, force de pression, pression fois surface, dirigée vers le haut, donc plus P1 S UZ. Et donc là, je lis précisément sur à l'équilibre, la somme des forces égale à 0. Voilà. Et donc je lis sur cette expression de l'équilibre que P1 est égal à P0 plus mg sur S. Je ne sais pas si vous voyez bien dans le fond là. P1 égale P0 plus mg sur S. Voilà, vous avez résolu le problème. Je ne peux pas le lever. Vous avez résolu le problème. Quelle est la pression à l'intérieur du cylindre? Bon. Et à la fin du processus,
marche ça? Ouais. À la fin de la transformation, eh bien, il y a à nouveau un équilibre. En haut, ça pousse à la pression P0, en bas, ça pousse à la pression P2, et donc l'équilibre s'écrit en fait P2 égale P0. D'accord? Je ne refais pas le raisonnement, mais la force de pression, c'est P0 fois S vers le bas pour au-dessus, P2 fois S vers le haut pour en dessous, elles sont égales, et voilà. Enfin, la somme est nulle. Alors, on peut représenter a priori ça sur un diagramme d'état, comme j'ai introduit la dernière fois, par exemple le diagramme de Clapeyron, P en fonction du volume. Dans le premier état, on avait une pression plus élevée et un plus petit volume, donc on était genre quelque part ici. Ça c'est l'état 1, d'accord? Non, pardon, c'est l'inverse. J'ai dit qu'on avait, on avait une grande pression, c'est ça, et un petit volume, P1, V1. Et puis, dans l'état 2, à la fin, le nouvel état d'équilibre, il a une plus petite pression et un plus grand volume. Bon, par exemple, tout ça est qualitatif, d'accord? Voilà, l'état 2 est ici. La question, c'est comment passe-t-on de cet état à cet état? Eh bien, dans le cas que j'ai représenté ici, où la transformation est obtenue simplement en retirant brutalement la masse M, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on part d'ici et qu'on arrive là, mais il n'y a pas un chemin bien défini dans ce diagramme, parce que les états intermédiaires entre cet état d'équilibre et cet état d'équilibre ne sont pas des états d'équilibre. C'est-à-dire que entre ça et ça, le piston il va se retrouver quelque part à une position intermédiaire, mais avec une certaine vitesse. Il n'est pas à l'équilibre. Si vous prenez une photo instantanée d'un épisode entre ceci et cela, eh bien cet état, vous ne pouvez pas le figer, parce qu'il y a du mouvement. En plus, le gaz ici est détendu de façon brutale. D'un seul coup, le gaz il va y avoir une expansion, donc la pression qui est plus grande ici que là va pousser le piston, va lui donner une vitesse, donc c'est clairement pas un équilibre. Et puis le gaz là-dedans, si vraiment il peut y avoir des tas de remous, et en fait la pression elle n'est pas vraiment définie. Il suffit par exemple de penser au fait que quand vous retirez ça brutalement, donc ici le gaz pousse, il va y avoir une extension du gaz, une dilatation du gaz, en tout cas une détente du gaz, mais le gaz qui est ici, il ne va pas savoir tout de suite que ce gaz a commencé à bouger. Donc ici la pression ne va pas changer, par contre là elle va diminuer. Mais vous voyez que, et puis il peut y avoir des remous, vous pouvez imaginer, si vous tirez fort, imaginez que ce soit de l'eau, vous faites un truc comme ça, vous savez bien que il va y avoir des tourbillons, enfin bref. Le mouvement du gaz et l'état du gaz entre cet état d'équilibre qui est clairement défini et celui-là, c'est un truc où les choses ne sont pas bien définies, en particulier la pression n'est pas définie en fait dans ce gaz, parce que d'abord elle va dépendre de où on se trouve, et puis surtout, pour avoir des variables d'état bien définies, il faut que l'état soit d'un état d'équilibre. Parce que vous vous rappelez que les variables d'état, c'est des moyennes qu'on établit sur des propriétés microscopiques. Mais si le système est en train d'évoluer et qu'il n'est pas à l'équilibre, eh bien en fait, vous n'avez pas de variable d'état bien définie. Il n'y a pas une pression bien définie pour le système globalement entre l'état 1 et l'état 2. Donc, je ne sais pas quel est le chemin que fait le système là, mais en fait, plus exactement, le système ne peut plus être représenté sur ce diagramme entre le premier état d'équilibre et le second état d'équilibre. Donc ça, c'est pas quasi statique. Alors maintenant que vous avez vu ça, je vais vous dire qu'est-ce que serait une transformation quasi statique qui passerait de là à là. Bien, une transformation quasi statique serait une transformation dans laquelle, au lieu de retirer la masse M d'un seul coup, imaginez qu'en fait cette masse c'est un sac de sable. Au lieu de retirer le sac de sable tout d'un coup, vous le prenez grain par grain. Alors si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Si vous retirez un grain, évidemment, la pression va être un petit peu moins forte au-dessus, cette masse va diminuer, et donc ça va monter un petit peu. Mais enfin, ça va juste monter à peine, ça sera quasiment imperceptible. Vous avez peut-être des dizaines de milliers de grains dans ce sac. Pour tirer un grain, vous allez avoir une situation où, grosso modo, ça va être à l'équilibre. Et puis après, vous retirez un autre grain, puis un autre grain, et donc vous allez passer comme ça, d'état d'équilibre en état d'équilibre. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc une transformation quasi statique.
C'est une transformation, donc transformation quasi-statique, à chaque instant, donc c'est une transformation où à chaque instant, le système est quasiment à l'équilibre. Donc le système est dans un état qui peut être considéré comme un état d'équilibre. Alors c'est uniquement quasi-statique parce qu'évidemment, s'il y avait un équilibre en permanence, il n'y aurait aucune vitesse, et s'il n'y a aucune vitesse jamais, c'est comme le paradoxe de Zénon, si ce système n'a jamais aucune vitesse, eh bien il ne va pas bouger du tout. Donc, mais simplement la vitesse est toujours tellement petite que s'il était à l'équilibre, ça ne changerait rien. Et en particulier, donc ça c'est le point clé par rapport à ce diagramme que j'ai représenté, c'est qu'à chaque instant, les variables d'état sont bien définies. Il y a un certain volume, il y a une certaine pression, il y a une certaine température, et dans un état et dans un état d'équilibre approché, on va voilà, ajouter, où les variables d'état sont bien définies. Les variables d'état sont bien définies et donc le système est, si on fige le système à n'importe quel moment, c'est un système, enfin c'est un état possible. Tandis que là, dans cette transformation-là où j'ai retiré brutalement la masse, si je prends une photo d'un état intermédiaire, cet état, il n'est pas possible parce que le piston a une vitesse, il ne va pas y rester. Bon, c'est un exemple, je pense, qui vous fait comprendre ce que c'est qu'une transformation quasi-statique. Le point clé, encore une fois, c'est que du coup, pour une transformation quasi-statique, on peut représenter cette transformation dans un diagramme d'état, par exemple ici le diagramme PV, diagramme de Clapeyron. À chaque instant, le système est là, puis là, puis là, puis là, etc. Donc les variables d'état sont bien définies et elles sont continues au cours de la transformation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un saut brutal, on passe pas. Là, la différence, vous voyez, c'est que dès que je retire cette masse, bah, la pression là, alors je ne sais plus la définir, mais si on était à l'équilibre, eh bien, elle passerait brutalement de P1 à P0, puisqu'au-dessus, il n'y a plus que P0 une fois que j'ai retiré la masse. Donc, vous voyez qu'il y a une discontinuité qui s'introduit et qui fait que, en fait, ça ne peut pas être défini proprement. Alors, et continue au cours de la transformation. Voilà. OK? Oui? Alors, bonne question. Quatrièmement, transformation réversible. C'est effectivement... c'est le point délicat maintenant à comprendre. Donc c'est bon, quasi-statique, suite d'état d'équilibre, et voilà, le système a des variables d'état bien définies, etc. Alors maintenant, transformation réversible. Alors, le fait que vous posiez la question montre que vous avez bien perçu qu'il y a un lien, effectivement, entre les deux. Ce qui est certain, c'est qu'une transformation réversible est forcément quasi-statique. Mais ça ne suffit pas. Il faut en plus qu'il n'y ait pas de dissipation d'énergie. Alors, pas de processus irréversible est typiquement associé donc à des dissipations d'énergie. Alors, oui, quatrièmement, transformation réversible et donc irréversible par opposition. Oups. Petit A réversible. Alors, le nom parle de lui-même. Transformation réversible, c'est une transformation qui peut être effectuée dans l'autre sens. Mais le point clé, c'est qu'on peut, enfin, c'est qu'il va falloir qu'il soit possible de l'effectuer dans l'autre sens, mais en pratique, en vrai. Hein, je vous ai décrit, par exemple, le cas d'un processus irréversible bien connu. Vous mettez de l'eau chaude dans de l'eau froide et ça devient de l'eau tiède. Le processus inverse, en théorie, il est possible de le réaliser. Hein. Si vous avez une baignoire avec de l'eau chaude d'un côté, de l'eau froide de l'autre côté, puis vous levez une séparation entre les deux, ça va se mélanger. Il va y avoir donc un processus. Il va y avoir. Bon, je vais même prendre un truc plus simple à décrire encore. Vous prenez une baignoire et vous mettez d'un côté un certain liquide et puis de l'autre côté un autre liquide, mais qui sont miscibles, qui peuvent se mélanger. Pas de l'huile et de l'eau, par exemple. Hein, d'accord ? Deux liquides qui vont pouvoir se mélanger.
Une fois que vous enlevez la cloison, le processus va évoluer de manière naturelle et à la fin, il y aura la même concentration de chacun des liquides partout. Ça sera devenu homogène. Le processus inverse qui consiste à faire se séparer chacune des molécules, que celle d'un type aille là et celle de l'autre type aille là, en principe, c'est possible. Il suffit d'inverser la vitesse de chaque molécule par rapport à l'état que vous avez obtenu et le film va se dérouler à l'envers. Parce que les lois de la physique, j'en ai parlé la première fois, les lois de la physique, à l'échelle fondamentale, sont réversibles. Sauf que la probabilité que ce truc-là se produise, elle n'est pas nulle, mais elle est tellement presque nulle que vous pourriez attendre des milliards de fois la durée de vie de l'univers, ça se produira simplement jamais. Ça, c'est le problème de la physique statistique, et on verra que donc la physique statistique et la thermodynamique sait gérer ce genre de problème en introduisant la fonction entropique, dont je ne vais pas parler maintenant. Mais donc, il y a des choses qui sont possibles en théorie, en principe, et toute transformation peut en principe se dérouler à l'envers. Sauf qu'en pratique, ça ne se produira jamais pour des raisons probabilistes, en quelque sorte, donc liées à l'entropie. Donc, alors, une transformation réversible, c'est une transformation qui peut être inversée en pratique. On peut vraiment le faire. Donc peut-être inversé en pratique. Alors le point clé aussi, c'est en repassant par les mêmes états. Par les mêmes états intermédiaires. Juste, on déroule le film dans l'autre sens. Par les mêmes états. Simplement dans le sens opposé, bien sûr. Ceci implique donc qu'on peut inverser, donc le sens de variation des paramètres et le sens des flux de matière, des flux de chaleur, etc. Et des flux de matière, d'énergie. C'est-à-dire que vraiment, on repasse le film à l'envers. Donc, repasser par les mêmes états intermédiaires, c'est-à-dire que, par exemple, non, pas d'exemple, pas tout de suite. Oui, enfin, c'est ça, il suffit pas simplement de pouvoir passer. Vous avez un certain état, vous arrivez à un autre état. La transformation sera réversible, pas seulement si en fait vous pouvez revenir à l'état initial. Il faut que vous puissiez revenir à l'état initial, mais en passant par les états intermédiaires et dans l'ordre opposé. Parce que par exemple, prenons cet exemple puisqu'on l'a pris. Le piston comprimé, puis je retire la masse, puis on arrive au piston détendu, enfin, d'accord, au volume plus grand. Cette transformation, j'ai dit qu'elle était non quasi statique et elle n'est pas réversible comme ça. C'est pas possible de faire en sorte que, parce que vous voyez bien ce qui s'est passé, le piston il a accéléré, puis il a accéléré de moins en moins, puis à la fin ça s'est stabilisé. C'est impossible qu'il se passe l'autre chose. Tiens, si je vais prendre cet exemple-là, mon expérience fétiche, d'accord? Je prends ce truc et je le lance et ça s'arrête, d'accord? C'est parfaitement possible de passer de l'état initial à l'état final et de faire l'inverse, c'est-à-dire de passer de l'état où c'est arrêté à l'état où il est là. Je viens de le faire d'ailleurs. Sauf que je ne suis pas du tout passé par les états intermédiaires. Parce que ce qui s'est passé, chaque état intermédiaire, c'est quoi? Donc là, je le lance, je lui donne une vitesse initiale, puis il va de moins en moins vite, de moins en moins vite, de moins en moins vite, puis il finit par s'arrêter. Et puis au passage, ça chauffe, parce que l'énergie perdue, vous savez bien qu'elle n'est pas perdue pour tout le monde. Faire le processus inverse, c'est complètement impossible. Il faudrait que l'énergie de chaleur ici, il faudrait que l'énergie thermique qui a été générée au cours du processus se combine pour accélérer ce corps-là et que la vitesse augmente, et que spontanément il revienne là, et puis qu'après l'énergie repasse dans mon bras, dans mes muscles, reconstitue les molécules. Bref, c'est totalement impossible, bien sûr. Donc, ça veut pas réversible, ça ne veut pas juste dire qu'on peut passer de l'état initial à l'état final et puis y revenir. Non, il faut pouvoir revenir exactement par la même suite de processus. C'est pour ça qu'il faut absolument que
la transformation soit quasi statique. À chaque instant, c'est des états d'équilibre. À ce moment-là, vous pouvez envisager de faire le chemin inverse en passant de l'état d'équilibre d'avant, et puis donc remonter le fil. Mais ceci n'est possible que, donc il faut que ce soit quasi statique, ok, je le note quand même, quasi statique, et sans dissipation d'énergie, sans hystérésis aussi, mais je ne vais pas en parler maintenant. Parfois, les corps, lors de transformation, ont certaines mémoires des états précédents. Donc, il ne faut pas qu'il y ait, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'hystérésis. Bon, je ne vais pas en parler maintenant. Mais évidemment, si le système a une certaine mémoire des états précédents, la transformation ne va pas pouvoir se faire à l'envers, puisqu'à l'envers, on ne pourra pas savoir déjà dans quel état il est censé être plus tard. La mémoire, c'est toujours du passé, pas de l'avenir. Mais tenons-nous-en à ça pour le moment. Donc, ça doit être quasi statique et il ne doit pas y avoir de dissipation d'énergie, parce que sinon, pour faire l'état inverse, il va falloir que l'énergie se recombine pour refabriquer l'énergie qui a été dissipée. Et ça, justement, en vertu du second principe de la thermodynamique qu'on verra donc un peu plus tard, c'est impossible pour des raisons statistiques, et c'est toute la notion d'entropie qu'on introduira plus tard. Ok? Voilà, donc voilà, et puis petit b irréversible, eh bien c'est quand c'est pas réversible, voilà, tout simplement. Donc, merde, c'était le chiffon pour ça. Bon, bref. Donc, il y a une façon très simple d'avoir un truc pas réversible, c'est qu'il ne soit pas quasi statique. On ne passe pas par des états d'équilibre, des états qu'on pourrait figer et qui seraient un état d'équilibre. Mais ça peut quand même être quasi statique et irréversible s'il y a de la dissipation d'énergie. Oui? On peut transformer de l'énergie en chaleur. Alors, vu ce que vous avez en tête, je pense que la réponse est oui, mais je dirais faites attention parce que qu'est-ce que vous appelez chaleur? Chaleur, c'est une dissipation d'énergie. Alors, dans une demi-heure, j'en dirai plus. On peut transformer de l'énergie en énergie thermique, en énergie désordonnée, en agitation des molécules, par exemple. Ça, oui. Est-ce qu'on peut transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique, par exemple? C'est ça? Alors, c'est tout l'objet de la thermodynamique. C'est pour ça qu'on a développé la thermodynamique. C'est pour essayer de comprendre comment optimiser la transformation de chaleur, qui est facile à obtenir. Vous faites brûler du bois ou du charbon, en mouvement. Par exemple, dans une locomotive à charbon, vous brûlez du charbon et ça se met en mouvement. Donc oui, la réponse est oui, vous pouvez transformer de la chaleur en énergie mécanique. D'accord? Mais, et c'est là tout le point clé, mais vous ne pouvez pas transformer toute l'énergie sous forme désordonnée, l'énergie thermique, en énergie mécanique. Vous payez un prix, je vous redonne la parole dessus, il y a une sorte de hiérarchie dans les énergies. Vous pouvez transformer toute l'énergie mécanique en chaleur, mais pas l'inverse. Donc, ce n'est pas une transformation réversible. Disons, spontanément, un système ne peut pas perdre de l'énergie calorifique s'il est isolé, perdre de l'énergie thermique et la convertir entièrement en travail, ce n'est pas possible. Et on verra même qu'en fait, un système qui est en contact avec un thermostat, une source de chaleur à une même température, ne peut jamais produire du travail dans un cycle. Il peut recevoir du travail et produire de la chaleur, il ne peut pas faire l'inverse. Mais on va préciser tout ça, c'est vraiment le cœur de la thermodynamique, c'est le second principe de la thermodynamique, mais avant le second, on va faire le premier, et donc c'est la fin du premier chapitre, et le deuxième chapitre, c'est le premier principe de la thermodynamique. Merci pour la transition. C'est bon? Donc oui, non quasi statique.
ou bien quasi-statique et avec dissipation d'énergie. Je ne l'ai pas écrit, mais je crois que je l'ai écrit, c'est plus. Alors, chapitre 2, celui que j'aurais aimé commencer au début de ce cours. Donc on a un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Alors, chapitre 2, donc je vais appeler ça échange d'énergie. Alors c'est un titre un peu long, échange d'énergie, énergie interne. Et premier principe de la thermodynamique. Voilà, c'est un long titre. J'aurais pu l'appeler juste premier principe de la thermodynamique. Mais pour parler de ce premier principe, je dois introduire la notion d'énergie interne et la notion d'échange d'énergie. Alors, on va commencer du grand 1 par un échange d'énergie. Alors, ouais, je vais noter comme ça, échange d'énergie sous forme de travail. Donc on va avoir des échanges d'énergie sous forme de travail, des échanges d'énergie sous forme de chaleur, et on sait déjà avec ce qu'on a dit qu'en fait, tout ça c'est de l'énergie, et donc, au bout du compte, peu importe. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est qu'un système échange du travail avec le milieu extérieur, ou qu'un système échange de la chaleur. Alors, on ne peut pas dire des choses pires, c'est horrible de dire ça, ça n'a aucun sens, mais tout le monde le dit, donc je vais le dire aussi, et vous le direz aussi. L'essentiel c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas de sens, et qu'est-ce qu'on entend par là quand on dit ça. D'abord, dire qu'un système échange de l'énergie, par exemple, je ne sais pas, vous avez un corps et vous le faites chauffer, une bassine d'eau et vous mettez le feu dessous. On dit qu'il y a un échange d'énergie entre votre système, l'eau dans la bassine par exemple, et le milieu extérieur. En fait, ce n'est pas un échange d'énergie. Un échange, c'est je vous donne un truc et vous me donnez quelque chose en échange. Là, ce n'est pas un échange, c'est soit je vous en donne, soit c'est vous qui m'en donnez. Mais bon, on dit échange d'énergie lorsqu'il y a en fait un transfert d'énergie d'un système à un autre. Donc cet échange, en fait, c'est un transfert. Pour commencer. Et surtout, quand on dit qu'on échange du travail, ce qu'on veut dire en fait, c'est qu'on échange de l'énergie sous forme de travail. Le travail, c'est pas un truc qu'on a, j'ai pas du travail et je vous le donne. Je peux, je vais reprendre mon expérience favorite, voilà. J'ai ce corps qui est au repos, et puis je fais ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné de l'énergie au corps, mais je ne lui ai pas donné du travail, ça n'a strictement aucun sens. C'est pas comme si j'avais du travail, et je lui donne, et maintenant, il a du travail. Non, j'ai jamais eu de travail dans ma vie, lui, mais j'ai travaillé, hein, attention. J'ai pas de travail, et ce corps-là n'a pas de travail. J'ai de l'énergie, j'exerce une force, cette force fournit un travail, et ce travail donne au corps de l'énergie. C'est très important de comprendre ça. Je ne lui donne pas du travail. J'ai de l'énergie, et je lui donne de l'énergie. Comment je fais ça? En produisant une force qui, elle, travaille. Le travail, c'est l'effet de la force. Enfin, c'est l'action d'une force sur une certaine distance. Hein, on va rappeler ça, premièrement, rappel, travail. Donc, le travail, c'est l'action d'une force sur une certaine distance, et on note, vous le savez, delta W ici pour travail, W comme work. Hein. En fait, c'est les Allemands qui ont inventé ça, donc c'est Werk en allemand. Hein, mais bon, c'est un W quand même, c'est la même racine. Voilà le travail, c'est la force fois le déplacement. Donc, encore une fois, lorsque je donne de l'énergie à ce corps, j'ai de l'énergie, cette énergie me permet d'exercer une force,
cette force fournit un travail, cette force travaille, et ce travail donne au corps de l'énergie. Comme vous le savez, la variation d'énergie cinétique est égale au travail fourni. Donc, ce que j'ai, c'est de l'énergie, et ce que le corps reçoit, c'est de l'énergie. Ce transfert d'énergie se fait via l'opération d'une force sur une certaine distance qu'on appelle travail. Mais à aucun moment, je lui ai donné du travail. Pour lui donner du travail, il faudrait que j'en ai, et il faudrait qu'à la fin, il en ait. Mais c'est pas du tout ça, on est d'accord. Hein, ça paraît complètement évident, là, ce que je dis peut-être pour vous, mais c'est source d'énormément de confusion, et en particulier, c'est ça qui explique que ici, vous avez un D droit, et ici, vous avez un delta. Alors, vous n'avez peut-être pas fait attention à ça, et j'ai vu d'ailleurs que dans vos énoncés de TP, je me demande si c'est toujours respecté. Je pense que si. Alors, n'écrivez jamais, 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 n'écrivez jamais DW. Ce D droit, c'est un signe mathématique qui est le signe de la différentielle, donc ça, non. D'accord ? C'est une différentielle. Le DL aussi, c'est une différentielle. Ça indique, c'est... Bon, mathématiquement, pour définir ça comme une... Bon, il y a des formes linéaires, etc. Je ne rentre pas dans le détail de la définition mathématique, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ceci est une variation de quelque chose qui existe, d'une fonction, l'énergie cinétique. Un corps peut avoir une certaine énergie cinétique. Et si cette énergie cinétique varie, eh bien, la différence entre l'énergie cinétique d'avant et l'énergie cinétique d'après, c'est une variation d'énergie cinétique. Et si elle est petite, si vous la faites tendre vers 0, si elle devient infinitésimale, vous la notez DEC. De même que DL ici, le déplacement, si vous avez une certaine position R à l'instant T, voilà, vecteur R, vous êtes au point M comme ça, à la position R à l'instant T, et puis vous passez à l'instant T plus dt à la position R de T plus dt, d'accord, ici M', d'accord. Vous avez fait, donc vous aviez ce vecteur-là, position, maintenant vous avez ce vecteur position, et la différence de position, c'est ça, là, je vais noter dr, je vais noter dl là, dr, c'est simplement r de t plus dt moins r de t, d'accord? Et si vous divisez ça par dt, ça vous fait dr sur dt égale ça. Et si vous faites tendre dt vers 0, hein, c'est vraiment considérer une grandeur, ce qu'on appelle infinitésimale, la limite de 5 en dt tend vers 0, hein, en fait c'est comme ça qu'on définit proprement les dérivés, quand dt tend vers 0, bah ça, c'est par définition la dérivée de r par rapport au temps, et ça, bah voilà, donc ceci égale ceci, enfin c'est complètement trivial. Et ceci, comme vous savez, c'est la vitesse. Donc la vitesse, c'est dr sur dt. D'accord ? Donc vous avez vraiment une certaine grandeur. Ici, c'est une grandeur vectorielle, r de t plus dt. Et le dr, ce qu'on appelle dr, c'est la différence entre la position d'avant et la position nouvelle et l'ancienne. Ok ? Là, pour l'énergie cinétique, c'est pareil. Avant l'opération du travail, il y a une certaine énergie cinétique. Après l'opération du travail, il y a une autre énergie cinétique. Alors, elle est infiniment proche parce qu'on a pris un tout petit travail, un tout petit déplacement, mais il y avait une certaine énergie cinétique, il y en a une autre, et ce qu'on appelle DEC, c'est la différence entre les deux. Ça n'a rien à voir. Ce delta W, c'est pas que avant vous avez un certain travail, puis après vous avez un nouveau travail, et puis delta W, c'est pas la différence entre les deux travaux. À aucun moment, le système n'a du travail. On ne peut pas avoir du travail, d'accord ? Mais la force peut travailler. Donc, ça, on écrit delta W pour bien noter que vous n'avez pas du travail qui a varié. Il y a eu du travail qui a été fourni, au sens où il y a une force qui a travaillé, c'est mieux de dire ça comme ça, et comme cette force, elle est petite, comme l'action de cette force, donc ce travail est petit parce qu'on a fait un petit déplacement, on le note delta W
parce que c'est un truc élémentaire, infinitésimal, d'accord? Mais c'est pas la différence de deux valeurs d'un certain truc qui existerait. Donc, et ça c'est vraiment très important. Donc, on note les travaux élémentaires, les petits travaux lors d'un petit déplacement, avec un delta, mais jamais avec un d, parce que le d, on le garde pour ce qu'on appelle les différentiels, c'est-à-dire les différences entre deux valeurs d'un truc qui existe pour de vrai, et qui est défini pour le système. Ok? Bon, j'espère que j'ai été clair, on y reviendra éventuellement, mais c'est absolument capital. Et on verra au fur et à mesure pourquoi ça change tout. Enfin, pourquoi c'est important de ne pas faire cette confusion. Oui? Du coup, si on intègre à gauche et à droite, ça change beaucoup. Alors, si on intègre à gauche et à droite, effectivement, voilà, bonne remarque. Donc, ça, par exemple, la somme de DEC égale la somme des delta W. Alors, ça, donc je somme d'un état 1, d'un instant 1 à un instant 2, d'accord? Alors, ça va donner quoi? Ça va donner la variation totale de l'énergie cinétique. Ça, encore une fois, ça ne veut rien dire. Ça ne va pas donner la variation totale du travail. Il n'y a jamais eu de travail. Hein, mais ça va donner un certain nombre. Eh bien, un des points clés, justement, c'est que si la force n'est pas conservative, vous savez bien que le travail dépend du chemin parcouru. Vous avez vu ça? C'est quand elle ne dépend pas du chemin parcouru, alors le système est conservatif. La force est conservative. Et alors que ça, là, ça c'est une vraie différentielle. Donc ça, cette partie-là, elle est incontestable. La somme des variations, c'est la variation totale. Ce truc-là, ça ne peut pas dépendre du chemin parcouru, puisque c'est une somme de variations d'un truc qui existe. À la fin, il y a EC2, au début, il y a EC1. La variation d'EC au total, vous pouvez faire le chemin que vous voulez. Si vous avez un certain EC à la fin, un certain EC au début, bah, la différence entre les deux, c'est la différence entre les deux. D'accord? Donc ça, évidemment, ça ne dépend pas du chemin parcouru, puisque c'est la fin moins le début. Mais ça en dépend, parce que justement, ce n'est pas un truc qui existe et qui vaut ce qu'il vaut à la fin et qui vaut ce qu'il vaut au début, et vous faites la différence. C'est justement pas ça. Ça dépend du chemin parcouru, pas ça. D'accord? Et donc c'est là toute la différence entre ce delta et ce d. Si ce delta était un vrai d, c'est-à-dire différence entre deux choses, eh bien, si vous l'intégrez sur la transformation globale, ce serait la différence entre le truc final et le truc du début. Et d'ailleurs, c'est le cas lorsque les forces sont conservatives. Lorsque les forces sont conservatives, vous avez dû écrire delta W égale moins D2EP. Non? Quand la force dérive d'un potentiel, alors effectivement, F égale moins gradient de P. Vous avez vu les gradients? Non? Bon, alors je ne dis pas ça. En tout cas, delta W, c'est moins D2EP, et du coup, en fait, le travail ne dépend plus du chemin parcouru, parce que il se trouve que le travail qu'on donne à un système, c'est en fait la différence de l'énergie potentielle. Par exemple, je prends ce corps, je le monte, le travail que j'ai fourni, d'accord, le travail que j'ai fourni à lutter contre le poids, et ce travail, en fait, fait augmenter l'énergie potentielle. Et là, ça ne dépend pas du chemin suivi, du coup. Donc, vous voyez la différence vraiment entre ce delta et ce d. Bon, j'en dis pas plus peut-être pour l'instant, mais c'est vraiment capital. Ok, bon, bah, j'avais des petites choses à dire, mais on a dit l'essentiel. Ouais, on va s'arrêter, je vais m'arrêter là pour le travail. Quelle heure est-il, là, s'il vous plaît? 53, il reste 20 minutes. D'accord. Non, c'est pas si mal. Ok. Ok. Alors. J'avais prévu de faire des exemples simples. On va aller vite.
Bon, non, laissez tomber, je vais pas... C'était pas très utile. J'ai dit l'essentiel et vaut mieux qu'on perde pas trop de temps. Donc, je vais changer un peu mon truc. Donc, je vais maintenant préciser le travail des forces de pression. Alors, ça, c'est capital en thermodynamique. Travail des forces de pression. Alors, vous savez, de toute façon, calculer le travail des forces usuelles. Vous avez fait ça en mécanique, vous allez refaire 1000 fois. Par contre, enfin, dans le deuxième semestre aussi, travail des forces de pression, ça c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Parmi toutes les forces qui sont, enfin toutes les forces peuvent travailler si jamais elles sont associées à un déplacement, le travail étant donc la force scalaire de déplacement. Parmi toutes ces forces, il y a les forces de pression. Et donc on va calculer leur travail, on va donner une expression de leur travail qui est extrêmement utile. Je vais commencer par un rappel sur les forces de pression. Ça, c'est à peine un rappel puisqu'on l'a vu, on l'a même revu tout à l'heure. Donc simplement si vous avez un système comme ceci, qui est soumis à une pression extérieure là, là imaginez un volume comme ceci. En chaque point de la surface qui enserre le volume que vous considérez, il y a une force dF qui s'écrit la pression qui s'exerce sur l'élément de surface ici, ds, fois la surface en question, fois et c'est dirigé orthogonalement à la surface. Alors, là, faites jouer votre bon sens, évidemment. Donc, quand vous avez une surface, par exemple ce tableau, la normale à la surface, c'est ce vecteur-là, mais ça peut être aussi le vecteur opposé, celui qui va vers l'arrière. La pression, ce tableau est soumis à deux forces de pression. La force de pression de l'air ici qui vient pousser par là, et la force de pression de l'air derrière qui vient pousser vers l'avant. Et comme elles sont égales, eh bien ce truc ne bouge pas. Donc quand je dis faites jouer votre bon sens, c'est-à-dire pour savoir la direction de la pression, c'est évidemment de là où il y a le gaz vers le milieu à l'opposé. Hein. Donc c'est orthogonal à la surface, mais dans la direction opposée à là où se trouve le gaz. Enfin c'est évident. Voilà. Alors donc, voilà ce qu'on a. Ça c'est la force de pression exercée par le milieu extérieur. Mais si vous êtes à l'équilibre, cette force de pression doit être compensée par la pression à l'intérieur. Donc, on va dire qu'à l'équilibre, la pression intérieure est égale à la pression extérieure. Alors ça, c'est à condition qu'il n'y ait pas d'autres forces dans le système, ceci dit. Soyons un peu prudents quand même. Si vous avez, reprenons le cas du piston, là, cas emblématique s'il en est, ou, bon, enfin, ouais. J'ai une pression extérieure et une pression intérieure. À l'équilibre, ce corps-là doit être soumis à une force totale nulle, donc P extérieur égale P intérieur, à condition qu'il n'y ait pas de frottement. Si ici je mets des frottements, à ce moment-là, je pourrais éventuellement avoir une pression extérieure un peu plus grande, mais pas suffisamment plus grande pour faire décrocher le piston, ou inversement, je peux avoir une pression intérieure un petit peu plus grande, mais pas suffisamment pour faire décrocher le piston. S'il y a des frottements, on n'est pas nécessairement dans un état où P intérieur égale P extérieur. Bon. Juste faites attention à ça. En général, on considérera des systèmes à l'équilibre des pressions, les pressions sont égales. Autre cas où on pourrait avoir un équilibre avec des pressions différentes, pensez à un ballon de baudruche que vous gonflez. Est-ce que la pression à l'intérieur est égale à la pression extérieure? Ben non, parce qu'il y a l'élastique du ballon lui-même qui tend enfin, c'est un matériau élastique, donc si vous l'étendez, si vous le gonflez, il a envie lui-même de se rétracter. D'accord? Donc cette tension qu'il y a sur le matériau lui-même exerce une force qui tend donc évidemment à faire s'effondrer le ballon. Donc il faut que la pression à l'intérieur soit plus grande que la pression à l'extérieur pour qu'on soit à l'équilibre. D'accord? Donc
On dit souvent ça à l'équilibre, mais faites attention, je viens de vous donner 2 exemples où ce ne sera pas nécessairement le cas. Donc encore une fois, faites jouer votre bon sens. S'il n'y a pas d'autres forces qui interviennent, alors évidemment, les forces devant être égales, les pressions doivent l'être aussi. Mais s'il y a d'autres forces, eh bien, c'est l'ensemble, c'est la somme des forces qui doit faire 0 à l'équilibre. Ok? Bien. Alors, on va regarder maintenant le travail des forces de pression. Dans le cas d'un piston, ça va être très simple, puis on va le généraliser tout de suite après. Donc, exemple. Voici un piston. Voici la pression intérieure. Voici la pression extérieure. Je note P, la pression montante. Et je vais en fait, oublions ça pour l'instant, je vais, voilà, on va dire que la pression extérieure par exemple est plus grande que la pression à l'intérieur, et donc il va y avoir un mouvement comme ça peut être moi aussi qui pousse par exemple, mais je vais m'intéresser au travail de la pression extérieure lors de la compression de ce piston. Alors je définis l'axe X comme ceci par exemple, d'accord, 0, j'appelle ça donc petit x, l'abscisse du piston. J'appelle S la section du piston, là. D'accord? Imaginez, il peut être cylindrique, enfin, il peut être circulaire ou pas, peu importe. Bon, cylindrique comme ceci. Et donc, on va regarder le travail des forces de pression lors d'un déplacement. Tiens, d'ailleurs, je pourrais le faire. Allez, je vais le faire dans ce sens-là. X plus dx. Donc, travail des forces de pression extérieures. Donc je fais une transformation de x à x plus dx. Quel est le travail des forces de pression? Facile, j'écris la définition. Delta W égale la force de pression en question, scalaire, le déplacement, dx, c'est-à-dire dx ux. Et que vaut la force de pression? Eh bien, ça vaut, pour la force de pression extérieure, c'est la pression extérieure fois la surface. Et puis c'est dirigé, alors la force de pression extérieure, elle est dirigée en fait suivant moins ux, parce qu'elle pousse par là. Force de pression intérieure, c'est l'inverse, elle est dirigée suivant plus ux. Mais bon, je cherche le travail de la force de pression extérieure, donc c'est moins P extérieur S ux. Donc je remplace F par ça, et ceci fait moins P extérieur S dx. Ux scalaire ux fait 1, évidemment, c'est un vecteur unitaire. Voilà. Alors maintenant, le seul point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que S dx, ça, c'est la variation du volume dans le piston. Ouais. Avant le volume, il valait V, ici c'était Sx, la section fois la base fois la hauteur, si vous voulez, la section du cylindre fois sa longueur. Et maintenant, le nouveau volume, c'est S fois X plus dx. La variation du volume, en fait, c'est ce petit volume-là qu'on a rajouté. Ça, c'est dV, le nouveau volume moins l'ancien. D'accord ? Et donc, ce que vous voyez, c'est que le travail élémentaire lors d'un déplacement dx, eh bien, c'est moins P extérieur dV. Et ceci fonctionne algébriquement, c'est-à-dire que si dx avait été négatif, c'est-à-dire si le piston s'était déplacé ici vers la gauche, eh bien le travail de la force de pression aurait été positif. Effectivement, la force de pression va dans le sens du mouvement, travaille positivement,
mais on aurait eu dV négatif, hein, puisque le volume aurait diminué. Dans tous les cas, la variation de volume, c'est toujours algébriquement dV, c'est toujours S fois dx. Si dx est positif, le volume augmente. Si dx est négatif, le volume diminue. Dans tous les cas, S fois dx, c'est la variation de volume. Et le travail des forces de pression, eh bien c'est moins P fois cette variation de volume. Alors ça, il faut le savoir absolument par cœur, mais vous voyez que ça se retrouve en une ligne. Enfin, c'est évident, c'est le travail de la force de pression. D'accord ? Donc sachez à la fois la chose par cœur et le retrouver en une ligne, si jamais on vous demande de le faire. Ce qui peut arriver, c'est tellement simple, on peut quand même exiger de vous que vous sachiez le refaire. Bien, et maintenant si on généralise... Ah, bien. Donc là, on était en quelque sorte à une dimension, hein, déplacement à une dimension. La généralisation à 3 dimensions est totalement évidente. Donc si vous avez comme ça un certain système, et vous le contractez par exemple, en tout cas vous changez son volume. Donc, je vais prendre une autre couleur, voici le... Donc ça c'est à t plus dt. Ça c'est à l'instant t. Et donc en fait, si vous faites un tout petit déplacement infinitésimal, en fait, vous pouvez imaginer, alors évidemment là c'est un grand déplacement pour que vous voyez la différence, imaginez que cette coupe soit vraiment juste à côté, vous pouvez imaginer que en chaque point, en fait, la surface, c'est-à-dire le bord du système se déplace comme si c'était des petits pistons les uns à côté des autres. D'accord ? Oui ? Et forcément, le DT est Enfin, le DT, oui, le temps, mais sinon, non, pas forcément. Je peux aussi faire un truc qui est comprimé que d'un côté, passer de là à là, ou même je peux déformer le système avec ici une compression, puis ici une extension. Voilà, je fais une modification. D'accord ? Je passe d'un moment à un autre. Simplement, je le fais pendant DT, donc pendant un petit intervalle de temps court, ça ne va pas se déplacer beaucoup. Donc l'idée, c'est qu'en chaque point, en fait, sur chaque petit élément de surface, vous avez un petit déplacement qui est exactement le même cas que celui-ci, c'est-à-dire que la force de pression, le travail de la force de pression, sur ce petit élément de surface ds, la force de pression, c'est P extérieur fois ds. Et de combien ça se déplace? Eh bien de ça, qui est ici un petit d, je vais l'appeler dl, cette longueur-là, d'accord? Et donc, le travail de la force de pression, là, c'est quoi? C'est P extérieur fois ds, c'est la force, fois le déplacement, dl. Donc ça, c'est le delta W pour ce petit élément-là. Mais ça, ds fois dl, bah c'est ce petit volume-là. Vous voyez sans doute plus grand-chose dans le fond, excusez-moi. Hein, le ds fois dl, bah c'est ce volume-là. C'est exactement comme tout à l'heure. Donc en fait, ça, c'est dv. Alors c'est dv, sauf qu'en fait, c'est moins dv, puisque ça, c'est le volume qu'on retire au système. D'accord ? Oui ? Oui, pardon, attendez voir. Oui, c'est ça. Le dv, il est négatif, c'est ça. Le ds-dl, c'est positif, et c'est ce qu'on retire au système, donc le dv est négatif. Oui. Mais donc, dans tous les cas, vous voyez que le travail de la force de pression sur ce petit élément-là, c'est P extérieur fois moins dv, donc moins P extérieur dv. Et ceci est vrai pour tous les éléments. Et donc, le volume total perdu par le système ici, c'est la somme de tout ce que le système a perdu un peu partout. Mais si vous avez une déformation du système où, à certains endroits, vous perdez du volume, à d'autres, vous en gagnez, peu importe, en chaque point, la force de pression a fournit un travail qui s'écrit moins P extérieur dV en chaque point. Et donc, si vous faites la somme sur tout le système, eh bien, vous avez le travail total, élémentaire lors de la petite transformation sur le système, c'est moins P extérieur fois le changement global de volume. Et encore une fois, ce changement de volume, c'est la somme de tous les changements de volume locaux
qui peut être à certains endroits négatif, à d'autres endroits positifs. Peu importe, quand vous faites le bilan, il y a peut-être des endroits où la force de pression travaille négativement, d'autres où ça travaille positivement. Mais si vous faites la somme, le travail total de la force de pression lors d'un petit déplacement sur le système sera toujours moins P extérieur fois dV. Voilà. Donc ça, c'est vraiment capital. Et encore une fois, c'est juste la conséquence de ce petit calcul-là qui prend absolument une ligne. OK? Ouais? Bien? Eh bien, c'est super. Alors... je voulais prendre des exemples, mais on le fera une autre fois. Ouais, une autre fois. Ok. Sinon, je ne vais pas pouvoir avancer. Ah, quand même. Il est quelle heure là maintenant? 10. Ok, donc je vais juste finir un truc. Et on fera la suite la prochaine fois. Oui? Ah, pardon. DS fois DL? Oui. Alors, vous êtes d'accord que DS fois DL, c'est le volume de ce petit élément-là. Alors, le moins, il vient du fait qu'en fait, si je passe de là à là, on a perdu du volume. Ça, c'est... Parce que ça c'est T plus dt et ça, c'est T. Donc, la variation... ce volume-là, c'est le volume qui a été perdu par le système, en fait. Non, parce que la pression extérieure, elle pousse par là, et dl, c'est-à-dire, le travail de la force de pression quand on va dans ce sens-là, on est d'accord que c'est F, donc P extérieur S, ds, scalaire, pardon, ça c'est la force, ok, je vais faire en plus grand là parce que... Donc là il y a ds, d'accord, et on se décale comme ça, donc là il y a une longueur dl, ok. La force de pression, elle est comme ceci. Donc ça, c'est P extérieur ds fois ce vecteur-là que je vais appeler U orthogonal comme ceci. Donc dans le sens où ça pousse, d'accord? Et donc le travail élémentaire, c'est la force scalaire de déplacement. Et le déplacement, vecteur déplacement, c'est dl U orthogonal ici. D'accord? Le déplacement, il est comme ceci. Jusque-là, ça va. Eh bien, donc, ceci, ça fait P extérieur ds en norme, là, fois dl U orthogonal, scalaire U orthogonal, c'est-à-dire 1. Voilà. C'est-à-dire que le déplacement va dans le sens de la force. Donc, ça, c'est la force en norme. Ça, c'est le déplacement en norme. Et en l'occurrence, le travail est positif. D'accord? Le travail est positif puisque la force pousse dans le sens du déplacement, donc contribue au déplacement. Et maintenant ça, donc ça c'est juste, tout ce que je dis maintenant c'est que ça en fait c'est moins dV puisque je m'intéresse au volume gagné par le système, en l'occurrence il est perdu ce volume-là. Ce bout-là, c'est ce qui a été perdu par le système. Oui? Alors, dans le cas où il en gagne, et du coup, après, on va s'arrêter là. Dans le cas où il en gagne, donc supposons maintenant que j'ai ici un bout de surface. Donc ça, c'était T, et ça, c'est T plus dt. Je passe de là à là. Donc, j'ai un déplacement, j'ai un déplacement dl comme ceci. La pression est poussée comme ça. Ça, c'est la force de pression. df, c'est P extérieur ds fois U orthogonal. Voici le U orthogonal.
D'accord? Hein, la pression pousse de là à là. Ça, c'est le milieu extérieur. D'accord? Maintenant, le déplacement, lui. Le déplacement, c'est cette longueur, mais fois moins U. Orthogonale. Le déplacement est à l'opposé de U orthogonale. Et donc, le travail élémentaire, on va mettre D2, hein, dF scalaire dL, eh bien c'est moins P extérieur ds fois dl U scalaire U orthogonal, scalaire U orthogonal, c'est-à-dire 1. Donc le travail élémentaire maintenant c'est moins P extérieur fois dV, et ce dV c'est bien la variation. Ce dV, c'est-à-dire ce volume-là, c'est bien ce que le système a gagné. Et donc cette fois, le dV est positif, mais c'est toujours... Donc, tout à l'heure, là, le dV est négatif et le travail de la pression est positif. Là, le travail de la pression est négatif, puisque la pression s'oppose au déplacement, mais le dV est positif. Oui? Non? Ouais. Pardon, je redis juste cette phrase parce que je ne suis pas sûr d'avoir dit. Lorsque le volume diminue, la pression travaille positivement, parce que c'est elle qui pousse et qui fait diminuer le volume. Donc dans un cas, le travail de la pression est positif et le volume diminue, donc dV négatif. Si, bon bref, oui, si delta W est positif, le volume diminue. Et dans l'autre cas, la pression travaille négativement, c'est-à-dire que la pression pousse sur le système, mais en fait le système gonfle, donc la pression travaille négativement et le volume augmente. Donc la variation de volume est toujours opposée au travail des forces de pression, d'où ce signe moins, enfin disons ça se retrouve dans ce signe moins. Le travail élémentaire, c'est moins PdV. Alors, vous vouliez dire quelque chose? C'est bon? Ok. Donc, la pression est toujours positive. Par conséquent, effectivement, si le volume augmente, ben, la pression extérieure a travaillé négativement, évidemment, puisque ça s'est fait contre elle. Si le volume diminue, alors la pression extérieure a travaillé positivement, parce que c'est elle qui aide, enfin, elle va dans le sens de faire diminuer la pression, le volume. Ok? Bon, alors à la semaine prochaine. Dans une vraie salle.